Eh bien, que quelqu'un me dise si ce chien n'essaie pas de nous dire quelque chose. Caleb Harrison se tenait pieds nus dans son jardin à 2h17 du matin, les bras croisés contre le froid de la nuit, observant Duke, leur berger allemand, creuser avec une frénésie qui n'avait plus rien de normal. La terre volait en éclats autour de lui, ses pattes puissantes éventraient le sol avec une détermination presque effrayante. Chaque gémissement étouffé de l'animal perçait le silence de la nuit comme une alarme. C'était la 89e nuit consécutive. « Duke, arrête !» murmura Caleb. Le souffle court, mais le chien l'ignora. Il en était déjà à plus d'1,50 m de profondeur, peut-être davantage. Le trou béait sous la fenêtre de la chambre de sa fille, un gouffre étrange, semblable à une blessure béante dans leur pelouse. Et Duke, imperturbable, continuait de gratter, comme si sa vie en dépendait. Depuis la cuisine, à travers les carreaux, Caleb aperçut la silhouette de sa femme. Beth, 27 ans, enseignante en maternelle, les traits potirés par 3 mois de sommeil brisé, se tenait figée, les bras croisés, dans un mélange de colère et d'épuisement. Aucun correcteur de maquillage ne pouvait cacher les cernes qu'elle portait comme des stigmates. La lumière du porche s'alluma chez leur voisin direct. Monroe Tucker, ancien agent de police à la retraite, apparut derrière sa fenêtre. Caleb sentit son estomac se nouer. Monroe avait été on ne peut plus clair la veille, 48 heures pour régler ce problème, où il appelait la fourrière lui-même. « Papa ?» La voix fluette de June, leur fille de 5 ans, descendit doucement depuis la fenêtre à l'étage. Son visage, mouillé de larmes, était collé à la vitre, son lapin en peluche blotti contre elle. « Tout va bien, ma chérie, rendors-toi » dit Caleb d'un ton aussi doux qu'il le pouvait. Mais rien n'allait bien. Rien n'allait plus depuis le jour où ils avaient ramené Duke de la SPCA d'Everett, 3 mois plus tôt. Ce chien qui leur avait semblé une bénédiction, un sauveur pour leur fille, était peu à peu devenu un fardeau dont ils ne comprenaient ni la douleur ni le langage. Duke s'interrompit brusquement, le museau couvert de boue, et planta son regard dans celui de Caleb. Ses yeux bruns, profonds, contenaient une intensité étrange, quelque chose entre l'épuisement et une sorte d'appel à l'aide. Puis, sans attendre, il retourna à son ouvrage. « Qu'est-ce que tu cherches, bon sang ?» souffla Caleb. La porte de la cuisine claqua. Bess, en robe de chambre, traversa la pelouse d'un pas furieux, ses pantoufles s'enfonçant dans la terre humide. « C'est fini, Caleb, j'en peux plus. Beth, je t'en supplie. » Elle pointa un doigt accusateur vers le chien. « Regarde-le, il dévaste notre jardin, il empêche June de dormir, et Monroe est à 2 doigts d'appeler les flics. Tu crois qu'ils vont hésiter, sachant qu'il est un ex-flic? Il a encore des contacts. Quand il appellera la fourrière, ils viendront. » Caleb passa une main sur son visage, creusé par le manque de sommeil. « Il nous faut juste un peu plus de temps. » « Du temps ?» Elle éclata d'un rire amer. « Cela fait 3 mois qu'on essaye. Comportementaliste, vétérinaire, médicaments, rien n'y fait. » Elle détourna les yeux, la voix brisée. « Il fait peur à June. » Ce fut comme un coup dans le ventre. Leur fille, qui avait supplié pour qu'ils adoptent Duke, qui passait des heures à lui chuchoter ses secrets. Aujourd'hui, elle en avait peur. Beth essuya ses larmes. « 2 jours, Caleb. Si tu ne règles pas ça en 48 heures, Duke retourne au refuge. Je ne laisserai pas ce chien traumatiser notre fille davantage. » À ces mots, Duke cessa de creuser. Il s'assit, haletant, regarda tour à tour Caleb et Beth. Ses oreilles s'affaissèrent. Il ressemblait de nouveau à l'ombre qu'ils avaient rencontrée au refuge. Brisé, abandonné. « J'arrive pas à dormir ?» fit June depuis sa fenêtre. Duke est triste. Caleb leva les yeux vers sa fille, puis vers sa femme, puis vers le chien qui était devenu le centre de leur chaos. Le trou était immense, presque assez grand pour y cacher un homme adulte. Et cette pensée, justement, ne le quitta pas. « Bess » souffla-t-il. Et s'il n'était pas fou, et s'il essayait vraiment de nous dire quelque chose? Sa femme le fixa, incrédule. « Tu t'entends, Caleb? C'est un chien, il ne parle pas. Il ne creuse pas pour nous envoyer des messages. Il est perturbé, abîmé, peut-être même dangereux. » Mais à cet instant précis, Duke poussa un long gémissement. Pas un aboiement, un cri grave, profond, désespéré, presque humain. Caleb sentit la chair de poule courir sur ses bras. La lumière du porche chez Monroe s'éteignit. Message reçu. L'ultimatum approchait. Caleb observa Duke, le trou, sa fille endormie juste au-dessus, et sentit un compte à rebours s'activer dans sa poitrine. Il leur restait 48 heures. 2 jours pour résoudre un mystère vieux de 3 mois. 2 jours pour sauver le chien qu'ils n'avaient pas compris, mais qui avait malgré tout volé leur cœur. 2 jours pour ne pas briser le cœur de leur fille. Et Caleb avait l'intuition que Duke
n'avait presque plus de temps pour leur faire comprendre ce qu'il tentait si désespérément de révéler. Laissez un j'aime si cette histoire vous touche et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant aussi depuis quelle ville vous regardez cette vidéo. Maintenant, reprenons notre histoire. Le soleil du matin filtrait à travers les stores de la cuisine, jetant des rayures dorées sur la table où Caleb Harrison fixait une tasse de café froide depuis plus d'1 heure. Ses bottes de chantier attendaient près de la porte, ses vêtements de travail soigneusement préparés la veille, mais il n'avait pas la force de bouger. 18 heures. C'est tout ce qui lui restait avant que Monroe Tucker ne mette sa menace à exécution. Beth déambulait dans la cuisine comme un automate, le regard perdu, les gestes mécaniques. Debout depuis 4 heures du matin, elle avait préparé le repas de June sans dire un mot. Sa robe froissée, ses cheveux mal attachés, les cernes sous ses yeux, elle ne ressemblait plus à l'institutrice patiente et solaire qu'elle était 3 mois auparavant. Assise dans son réhausseur, June repoussait ses œufs brouillés du bout de la fourchette. « Maman a l'air fatiguée », dit-elle simplement. Beth esquissa un sourire las. « On est tous fatigués, ma chérie. » Elle jeta un coup d'œil vers la baie vitrée. Duke était toujours là, assis devant le trou comme un gardien en faction. Son pelage, autrefois brillant, avait perdu de son éclat. Ses pattes et son museau étaient couverts de boue, mais ses yeux, eux, restaient vifs, accrochés à quelque chose que lui seul semblait percevoir. Caleb suivit son regard. « On dirait qu'il attend quelque chose, murmura-t-il. « Il attend de nous rendre fous, oui, » répliqua Beth avec une sécheresse soudaine avant de s'excuser aussitôt, la main sur la bouche. « Je suis désolé, je voulais pas dire ça. »« Tu l'as dit ?» répondit Caleb en se levant. Il avait accepté. Le travail attendrait. Son contremaître allait râler, mais il s'en fichait. Il ne pouvait plus ignorer ce qui se passait. Pas quand Duke restait assis là, 3 heures d'affilée, immobile comme une statue. « Regarde-le, Beth, il ne creuse plus. Il ne détruit rien, il veille. » Beth se tourna à contre-cœur vers la fenêtre. Duke, assis bien droit, oreilles dressées, ne bougeait pas d'un poil. Il semblait en alerte, chaque muscle tendu comme un soldat à son poste. « Il est là depuis l'aube ?» confirma Caleb. « C'est pas le comportement d'un animal instable, c'est celui d'un chien qui attend un signal. » Un claquement de portière fit sursauter tout le monde. Par la fenêtre, Caleb aperçut Monroe sortir de son pick-up en chemise de flanelle et jean usé. Le vieux flic portait encore ce masque de dureté forgé par 30 ans de service. Et ce matin-là, son regard ne laissait présager rien de bon. Caleb sortit avant qu'il ne frappe. « Monroe, Caleb !» La voix du vieil homme était sèche, ferme. « Je te préviens, le trou s'est agrandi. Il est à moins d'1 mètre de ma clôture. Je commence à m'inquiéter pour ma fondation. » Caleb hocha la tête. C'était légitime. Le cratère creusé par Duke dépassait désormais les 2 mètres de diamètre, et plus personne ne voyait le fond depuis la surface. « Je comprends. Tu comprends ?» Les yeux de Monroe se durcirent. « Parce que hier soir, vers 2h30, ton chien a réveillé tout le quartier. Ma femme n'a pas refermé l'œil avant 4 heures. On est à la retraite, Caleb. On a besoin de sommeil. » La petite voix de June jaillit de l'intérieur. « Bonjour, monsieur Tucker. » Elle se tenait sur le seuil en pyjama, sa peluche dans les bras. Monroe adoucit son expression. « Salut ma puce, t'en veux à Duke ?» La question resta suspendue dans l'air. Juin secoua doucement la tête. « Non, Duke dort pas non plus. Il est inquiet. June, viens finir ton petit déjeuner. » appela Beth depuis la cuisine. La fillette s'éclipsa en trottinant. Monroe se tourna de nouveau vers Caleb, reprenant son sérieux. « Écoute Caleb, t'es un bon gars ? Un père responsable. Mais là, ça va trop loin. Si ce chien n'est pas sous contrôle demain matin, j'appelle. Et ce ne sera pas pour un placement. Ce genre de chien, instable et agité, on les euthanasie. » Caleb ferma les yeux une seconde, le cœur battant. Il savait que Monroe ne bluffait pas. Et il savait aussi qu'il ne pouvait pas laisser ça arriver. Après le départ du voisin, Caleb rejoignit Duke dans la cour. Le trou était encore plus impressionnant de près, presque parfait dans sa forme, taillé comme un chantier de fouilles archéologiques. Les parois lisses, la profondeur uniforme. Ce n'était pas un saccage aléatoire, c'était une opération méthodique. « Qu'est-ce que tu veux me montrer, vieux gars ?» murmura-t-il en s'agenouillant. Duke le regarda un bref instant avant de tourner de nouveau la tête vers le fond du trou. Ses narines s'élargirent, ses oreilles s'étressaillirent, son corps se tendit. Caleb se pencha au bord de l'excavation. La lumière du matin révélait de la terre tassée, quelques cailloux et ce qui ressemblait à un morceau de béton. Rien d'anormal à première vue, mais quelque chose clochait. L'endroit était trop précis, trop centré. La fenêtre de June se trouvait juste au-dessus. Duke n'avait jamais dévié, jamais exploré ailleurs dans le jardin.
Il avait creusé là, et seulement là, encore et encore. Beth arriva avec un mug fumant. Des idées brillantes, inspecteur. Caleb se releva, essuyant ses genoux pleins de terre. Il creuse pas au hasard. Regarde la forme, la profondeur. C'est pas de la folie, c'est une mission. Beth blêmit. Une mission? Il cherche quelque chose, ou quelqu'un. Beth trembla légèrement. Hier soir, après que tu te sois endormi, June a dit quelque chose. Elle m'a dit que Duke lui avait montré, dans ses rêves, qu'il y avait quelqu'un là-dessous, quelqu'un qui avait besoin d'aide. Caleb la fixa. Bess, elle a 5 ans. Elle invente. Elle rêve éveillée. Je sais, dit-elle. Mais sa voix manquait de conviction. Sauf qu'elle n'a jamais menti. Et quand elle l'a dit, ce n'était pas une histoire, c'était un fait. Comme si elle racontait ce qu'elle avait vu. Ils restèrent là, en silence, à regarder Duke, toujours immobile, toujours aussi résolu. Quelque chose leur échappait, quelque chose d'important. On passe à côté d'un truc, dit Caleb enfin. Et ce chien, lui, il l'a vu depuis le début. Le temps s'égrenait comme du sable dans un sablier fissuré. 18 heures. C'est ce qu'il leur restait pour comprendre ce que Duke essayait de leur dire. Et chaque seconde qui passait faisait battre un peu plus fort le cœur de Caleb. Beth avait raison sur une chose, il ne pouvait pas continuer comme ça. Juin était épuisée. Elle avait perdu sa concentration à l'école, ses résultats s'étaient affaiblis. Beth avait demandé un remplacement pour la journée du lendemain. Elle n'arrivait plus à assurer une classe de 20 enfants en dormant 2 heures par nuit. Et Caleb, lui, n'avait plus que des ruines dans la tête. Mais au lieu de se rendre sur le chantier où il devait encadrer une équipe de bétonnage, Caleb tourna à gauche, direction le refuge d'Everett. Il conduisait comme un homme traqué, les mains crispées sur le volant. Ce n'était plus une question de confort familial, c'était une urgence. Quelque chose au fond de lui murmurait que la vie de Duke, ou pire, celle de quelqu'un d'autre, était en jeu. Le bâtiment du refuge lui parut soudain bien moins accueillant que lors de leur première visite. La lumière d'après-midi y projetait une ambiance presque clinique désenchantée. À l'intérieur, tout était comme avant. Les couloirs, les cages, les bénévoles qui s'activaient. Mais rien ne semblait pareil dans l'esprit de Caleb. Il demanda immédiatement à voir Julia Whitman, la bénévole qui les avait accueillis lors de l'adoption de Duke. Elle se trouvait dans la section des chats, en train de remplir des gamelles de croquettes. Quand elle vit Caleb, elle s'arrêta net. « Monsieur Harrison, tout va bien avec Duke ?» « Justement. » Sa voix était grave, tendue. « J'ai besoin de savoir. La vérité. Tout ce que vous ne m'avez pas dit quand on l'a adopté. » Julia reposa lentement le sac de croquettes, hésitante. « Je vous ai dit tout ce qui était pertinent. Non, vous avez filtré. Vous avez dit qu'il avait vécu des traumatismes, qu'il venait de Californie, que son ancien maître ne pouvait plus le garder. Mais vous ne nous avez jamais dit qu'il avait été un chien de travail. » Le teint de Julia vira au blanc. Comment avez-vous deviné? Son comportement, son regard, sa façon de rester en alerte. Il n'est pas fou, Julia. Il suit un protocole. Il agit comme un professionnel. Il se passa la main dans les cheveux, visiblement au bord du précipice. Ça fait 3 mois qu'il creuse sous la chambre de ma fille. Pas au hasard, toujours au même endroit, comme s'il essayait de nous montrer quelque chose. Julia lutta quelques secondes contre le conflit intérieur qui la déchirait. Puis elle soupira et fit un signe de tête. « Venez ». Elle l'emmena dans un petit bureau derrière la réception, une pièce étroite, sans fenêtre, au mur couvert de classeurs. Elle sortit un épais dossier, le déposa sur le bureau et tourna la première page. En haut, le nom Duke était écrit en lettres majuscules, mais en dessous figurait un autre document à en-tête officielle, King County Fire and Rescue, unité de recherche canine. Il vient de Sacramento, dit-elle, unité spécialisée en recherche et sauvetage. Son dossier est impressionnant. 12 interventions, 12 personnes retrouvées vivantes. Caleb sentit sa gorge se serrer. Recherche et sauvetage. Dans des bâtiments effondrés? Julia hocha la tête. Surtout après des séismes. Il a été déployé lors du tremblement de terre de 2019 à Green Valley. Elle tourna la page suivante, révélant un vieil article de presse jaunie. En une, la photo d'un petit garçon souriant, les dents du bonheur apparentes, et un titre accrocheur, le petit Angel Rivera retrouvé trop tard. 7 ans, coincé dans les sous-sols d'un immeuble partiellement effondré. Duke l'a localisé rapidement, mais le bâtiment était trop instable. Il a fallu attendre qu'une équipe puisse sécuriser la zone. Julia marqua une pause. 18 heures, c'est ce que ça a pris, et quand ils sont arrivés jusqu'à lui, elle ne termina pas. Caleb baissa les yeux sur la photo. Angel Rivera.
le petit garçon que Duke n'avait pas pu sauver. La douleur s'infiltra comme une lame sous la peau. Il comprenait mieux maintenant cette détermination dans les yeux de Duke. Ce n'était pas de la peur, c'était un devoir inachevé. Et après, il a changé. Son maître, le capitaine Morales, a signalé des comportements inhabituels. Obsession, trouble du sommeil, refus de manger. L'équipe de soutien psychologique a parlé de syndrome post-traumatique canin. Il ne pouvait plus travailler dans les conditions d'urgence. Morales a décidé de le faire retirer du service. Caleb recula d'un pas, comme frappé par l'absurdité de ce qu'il entendait. Ils l'ont jeté, après tout ce qu'il a fait. Julia hocha tristement la tête. On nous l'a confié via une association. On nous a dit qu'il était instable, difficile à placer. Caleb regarda le dossier une dernière fois. Duke avait sauvé des gens. Et il essayait encore de sauver quelqu'un. Il n'est pas fou. Il n'est pas perdu. Il fait son travail. Il a trouvé quelque chose sous notre maison. Julia fronça les sourcils. Mais votre maison est récente, non ? 3 ans. Terrain neuf, jamais construit avant. Elle haussa les épaules, incrédule. Alors qu'est-ce qu'il a trouvé ? Caleb se dirigea vers la porte. On va le découvrir, avant qu'il ne soit trop tard. Caleb ne se souvenait même plus du trajet retour. À peine eut-il quitté le refuge que son esprit s'emballa. Chaque mot de Julia tournait en boucle dans sa tête. 12 sauvetages, un seul échec. Et cet échec, ce petit garçon mort sous les décombres, hantait Duke depuis. Il n'était pas perturbé. Il était brisé par le poids d'une mission inachevée. Et à présent, il avait trouvé quelque chose sous leur maison. Quelque chose qu'il refusait d'ignorer. En arrivant dans l'allée, Caleb remarqua immédiatement le pick-up de Monroe Tucker garé devant chez lui. Trop tôt, bien trop tôt. Il accéléra le pas, les tripes nouées. Beth ouvrit la porte avec une expression de panique sur le visage. « Il est y venu. Il t'a cherché partout. Où est June ? Elle dort encore. Elle s'est enfin endormie ce matin. Mais je crois qu'on est à bout, Caleb. » Elle l'accompagna jusqu'à la cuisine. À travers la fenêtre, Duke était là, assis près du trou, son regard toujours fixé sur l'excavation, inébranlable. « Il n'a pas bougé de là, » dit Beth d'une voix brisée. « Caleb, je ne tiendrai pas une nuit de plus. Je n'en peux plus. Écoute-moi. Je sais ce qui se passe avec Duke. Il n'est pas fou, il n'est pas dangereux. C'est un ancien chien de recherche et sauvetage. Il a servi en Californie. Il a trouvé des survivants après des tremblements de terre. 12 personnes, Bess, 12 vies. Et ensuite, pourquoi il a été abandonné ? Parce qu'il n'a pas pu sauver un enfant. Un seul. Et ça l'a détruit. La porte d'entrée claqua. « Caleb, faut qu'on parle !» La voix de Monroe résonna comme une menace. Caleb se dirigea vers le salon, le cœur battant. Le vieux policier était debout sur le pas de la porte, les bras croisés. Et derrière lui, d'autres voisins avaient commencé à se rassembler. Les Whittaker du numéro 12. Les Grant de l'autre côté de la rue. Même Madame Chang du coin appuyée sur sa canne. « Ça suffit », déclara Monroe d'un ton dur. « Le chien a encore hurlé toute la nuit. Il a réveillé tout le quartier. Ma femme en est malade. Les enfants pleurent. Ce n'est plus tolérable. » Caleb tenta de garder son calme. Il regarda les visages. De la colère, de la lassitude, mais aussi, peut-être, une lueur d'espoir, comme si tous attendaient une explication. Quelque chose qui justifie l'enfer de ces dernières semaines. Je sais que vous êtes tous à bout, et je vous comprends. Mais il faut que vous sachiez, Duke n'est pas malade, il ne perd pas la tête. Il a trouvé quelque chose, Madame Grant s'avança. Quelque chose, comme quoi, une taupe ? Non. Caleb inspira profondément. Il est resté assis à côté de ce trou pendant 3 mois. Sans jamais changer de place. Ce n'est pas une manie, c'est une mission. Un silence tendu tomba sur l'assemblée. Il a été chien de recherche, ils sont les gens, vivants ou il a disparu. Tu es en train de dire qu'il y a un cadavre sous ta maison ? Lança Monroe, un sourcil levé. Caleb ne répondit pas tout de suite. Je dis que quelque chose l'obsède, quelque chose qu'on n'a pas encore compris. Beth apparut dans le couloir. Dis-leur qu'on s'en débarrasse demain, Caleb, qu'on le ramène au refuge. Mais au même moment, une petite silhouette descendit les escaliers. June, la peluche à la main, pieds nus, les cheveux ébouriffés. « Pourquoi vous criez ?» Monroe s'adoucit. « C'est juste que les grandes personnes sont un peu fatiguées. » June secoua la tête. « Duke est pas méchant, il veut aider. » Beth s'accroupit près de sa fille. « Ma chérie, tu sais bien que Duke ne peut pas vraiment... » Mais June l'interrompit, avec cette clarté que seuls les enfants possèdent. « Il me montre des images. La nuit. Dans mes rêves. Il y a un petit garçon en dessous. Il pleure. Il est tout seul. Et il n'arrive pas à sortir. » Un frisson glacial traversa la pièce. Caleb se figea. Il se tourna vers Beth. «
Elle l'a dit hier aussi, non? Beth, livide, hocha la tête. Monroe reprit. Ce chien, il aurait trouvé un corps? Mais cette maison est neuve, ce terrain n'a jamais été construit. Caleb regarda Duke, toujours à son poste. Je ne sais pas ce qu'il a trouvé, mais je vais descendre, ce soir. Et si je ne trouve rien, demain matin, je l'emmène moi-même. Monroe observe longuement Caleb. 6 heures, pas une minute de plus. Quand les voisins se dispersèrent enfin, Caleb se rendit à la remise et attrapa sa lampe torche, une corde et un masque anti-poussière. Il regarda une dernière fois le ciel qui s'assombrissait. Il avait promis de ne pas attendre. Il était temps d'écouter ce que Duke essayait de leur dire depuis le début. La cuisine baignait dans un silence pesant. L'horloge murale cliquetait, chaque seconde résonnant comme un rappel impitoyable. Il ne restait plus que 2 heures. Caleb s'était assis face à Beth et June, devant des assiettes encore pleines que personne n'avait touchées. L'appétit, tout comme la sérénité, avait quitté leur foyer depuis longtemps. Dehors, la lumière déclinait lentement, noyant leur jardin dans une pénombre bleutée. Duke, toujours immobile, veillait encore devant son trou, impassible, résolu, comme un soldat gardant un secret. Caleb posa ses coudes sur la table et regarda sa fille avec tendresse. Il avait longtemps hésité à l'interroger davantage, mais à cet instant, tout ce qu'il avait encore comme piste venait d'elle. « Dis-moi encore ce que Duke t'a montré, ma puce. » June releva les yeux vers lui, sérieux et doux. Elle avait cette façon d'écouter le monde autrement, d'un calme presque ancien. « Quand je dors, je vois un garçon. Il est tout seul. Dans un endroit noir, il pleure, mais on n'entend pas le bruit. » Beth soupira. « Caleb, tu ne vas pas recommencer. » Mais il l'interrompit doucement. « Attends, laisse-la finir. » June reprit. « Il a les cheveux sombres, et il a un t-shirt rouge, un peu déchiré, et des chaussures abîmées. Il est triste, mais pas méchant. Duke veut l'aider, mais il n'arrive pas à le faire sortir. » Beth secoua la tête mal à l'aise. « C'est de l'imagination, une façon pour elle de traduire ce qu'elle vit. Elle sent notre tension. Elle invente un récit pour l'expliquer. » Caleb ne répondit pas tout de suite. Ce que June décrivait, ça collait. Exactement. Avec la photo du petit garçon du dossier de Julia, Angel Rivera. Même profil, même regard. « Et le garçon, il t'a dit son nom ?» demanda-t-il doucement. June pencha la tête pensive. « Non, il a oublié. Il est resté trop longtemps tout seul. Il a peur qu'on l'oublie pour de vrai. » Beth se leva brutalement. « C'est assez ? Je ne veux pas que notre fille grandisse avec ce genre d'histoire dans la tête. » Caleb se leva à son tour. « Je descends. » Beth se figea. « Tu quoi ? Je vais dans le trou. Je dois voir ce que Duke a trouvé. Je dois en avoir le cœur net. » Elle pâlit. « Il fait nuit. C'est dangereux. Il a creusé avec une telle régularité, Beth. La terre est stable. Il a même laissé les parois intactes. Tu entends ce que tu dis ? Tu parles de notre chien comme s'il était un ingénieur civil. Il a été entraîné pour des situations de catastrophe. Il sait comment éviter un effondrement. Tu as vu le trou, c'est presque professionnel. » June frappa doucement dans ses mains. « C'est parce que Duke était un chien qui aidait les gens enterrés. Il me l'a dit. Il sait comment ne pas les abîmer. » Le silence retomba. Inexplicable, mais indéniablement réel. Caleb alluma sa torche, prit une corde solide et se dirigea vers la cour. Duke dressa les oreilles puis remua la queue avec lenteur. Pas de l'excitation. Non, plutôt un soulagement discret. Comme si enfin quelqu'un le rejoignait dans sa mission. « D'accord, mon grand », murmura Caleb en s'agenouillant au bord du trou. « Montre-moi » Il descendit prudemment, la corde passée autour d'un poteau du patio, testant chaque prise. La lumière de sa torche balayait les parois lisses. Pas un éboulement, pas une fissure. Duke avait creusé ça avec une minutie inhumaine. Au fond, la terre était légèrement plus meuble. La couleur du sol changeait. Il y avait là, à peine visible, des fragments. D'abord, ce qui ressemblait à du tissu, puis un lacet, puis une semelle. Caleb se mit à creuser doucement à main nue. La terre s'effritait lentement. Et là, sous une fine couche de poussière, il sentit quelque chose de dur. Il écarta encore un peu. Une petite chaussure, petite, usée, d'un modèle désuet. Son souffle se bloqua. Il ne bougeait plus. « Beth, apporte-moi la truelle du jardin, vite !» Elle apparut quelques minutes plus tard, au bord du trou, les mains tremblantes, tenant l'outil comme une arme sacrée. « Qu'est-ce que tu as trouvé ? Je ne sais pas encore. Mais il y a quelque chose. » Et Duke était à quelques centimètres à peine. Il n'a rien abîmé, rien touché. Avec la truelle, Caleb élargit délicatement l'espace autour de la chaussure. Puis un fragment de tissu, rouge, un t-shirt. Enfin un petit bracelet en plastique fondu par le temps. Il le souleva. Les lettres
y était presque effacée, mais l'encre noire résistait encore un peu. « Andrew Rivas !» lut-il à voix basse. Le prénom d'un enfant, perdu, caché. Beth blêmit au-dessus de lui. Elle vacilla. « Ce n'est pas possible !»« Céleste !» Caleb leva la tête vers Duke. Le chien ne bougeait pas, mais ses yeux brillaient d'un feu calme. Il savait. Ce n'était pas Angel Rivera sous cette maison. Ce n'était pas un souvenir de Californie. C'était un autre enfant, une autre histoire. Mais Duke, lui, avait senti le même parfum de mort, de silence, d'injustice. Ce n'était pas de la folie, c'était de la mémoire, de l'expérience, et une mission sacrée, ne plus jamais échouer. Caleb sortit lentement du trou, ses mains encore tremblantes malgré la terre froide collée à ses doigts. Il tenait toujours ce petit bracelet d'hôpital, à demi effacé, comme s'il portait le poids d'un secret qu'il n'avait pas le droit d'oublier. Sur la pelouse, Bess l'attendait, figée, le regard rivé sur le vide. Derrière elle, Duke s'était assis avec une tranquillité nouvelle, le genre de paix qui ne vient qu'après une mission accomplie. « Qu'est-ce que tu as trouvé exactement ?» demanda-t-elle à voix basse, comme si parler trop fort pouvait réveiller quelque chose d'enfoui. « Une chaussure, un tissu rouge. Et ce bracelet, Andrew Rivas. » Beth se couvrit la bouche, les yeux humides. « Mais notre maison n'a que 3 ans. Je sais, mais ce terrain, lui, en a beaucoup plus. » Caleb s'essuya les mains et sortit son téléphone. « Il faut appeler la police. » Beth recula d'un pas. « Tu es sûr ? Tu veux qu'ils viennent fouiller, ici ? On n'a pas le choix. S'il y a un enfant enterré sous notre maison, alors quelqu'un a essayé de le faire disparaître. » Duke se releva doucement, s'approcha de Caleb et posa sa tête contre sa jambe. Un contact silencieux, lourd de sens. Il avait fait sa part. Il avait mené l'homme jusqu'à la vérité. Maintenant, c'était à eux de la porter à la surface. Les gyrophares bleus tournoyaient dans la nuit tombante, transformant leur rue calme en scène de crime improvisée. Des rubans jaunes furent tendus autour du jardin. Un agent de police locale régulait la circulation tandis qu'une équipe d'enquêteurs installait des projecteurs et des tentes. Le docteur Francesca Hall, médecin légiste de la ville, arriva peu après, l'air concentré, déjà en train de passer des gants en latex. Caleb fut accueilli par une jeune détective du nom de Leona Hayes. Mi-quarantaine, rigide et méthodique, elle tenait un carnet à la main et observa le trou avec un froncement de sourcils professionnel. « Monsieur Harrison, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez décidé de creuser vous-même » Caleb lui raconta tout, depuis l'adoption de Duke, les nuits sans sommeil, les trous, la détermination du chien, les rêves de sa fille, et enfin ce qu'il avait trouvé en bas. La détective prit des notes rapidement, mais ses yeux se levèrent à l'évocation d'un nom. « Vous avez dit Andrew Rivas ?» Caleb hocha la tête. Il y avait un bracelet. Elle acquiesça. Disparu en 2004, âgé de 8 ans. Fiché comme fugueur à l'époque, famille d'accueil douteuse, aucun témoin. Le docteur Hall sortit de la fosse quelques minutes plus tard, portant une boîte de prélèvements scellée. Des restes partiels d'un enfant. Squelette incomplet, mais suffisant pour une identification ADN. La datation préliminaire semble cohérente avec une disparition datant d'une quinzaine d'années. Beth, restée en retrait jusqu'ici, s'approcha. « Est-ce qu'on saura ce qui lui est arrivé ?» Hall lui lança un regard empreint de compassion. « Pas tout de suite. Il va falloir nettoyer les tissus, croiser les données, comparer les objets. Mais une chose est claire, ce n'est pas un enterrement normal. C'est une dissimulation. » Leona Hayes ajouta doucement, « Ce garçon n'a pas été oublié. On l'a fait disparaître. » Caleb serra les poings. Duke, couché non loin, suivait chaque mouvement des agents avec calme mais vigilance. Comme s'il comprenait qu'il ne s'agissait plus d'un simple trou dans la terre, c'était une porte vers quelque chose de plus grand. Une justice longtemps repoussée. « Il a été entraîné pour ça », murmura Caleb. « Pas pour les morts, pour les vivants, mais il a su, il a senti que c'était important. Il a creusé, chaque nuit, sans relâche, parce qu'il savait qu'on avait oublié ce gamin. » La détective Hess l'observa un long moment. « Vous dites que le chien ne s'arrêtait jamais ? Pas une nuit, pas un écart, toujours au même endroit. » Elle tourna la tête vers le trou. « Vous savez, j'ai vu des chiens de détection dans ma carrière, mais jamais un chien civil n'a mené une fouille avec autant de précision. C'est exceptionnel. » Beth, les bras croisés, toujours sous le choc, murmura « Et pourtant, on a failli le renvoyer. » Le silence retomba sur la scène, brisé seulement par les bruits feutrés des experts qui s'activaient autour du trou. Puis, comme porté par une intuition, Caleb se tourna vers Duke. « Est-ce que c'est fini ?» demanda-t-il doucement.
Duke leva la tête, les yeux brillants sous la lumière artificielle, et pour la première fois en 3 mois, il ferma les yeux, posa sa tête au sol et s'endormit. Pas en alerte, pas en sursaut, mais avec une paix qu'il ne lui avait jamais vue. Son devoir était accompli. Le lendemain matin, la maison des Harrison n'avait plus rien de familier. Les rires de June, le parfum du café, les cris joyeux de Duke dans le jardin, tout semblait suspendu, figé sous le poids de la découverte de la veille. Le trou avait été rebouché provisoirement, recouvert d'une bâche tendue et maintenue par des piquets, comme une plaie en attente de suture définitive. Le ruban de sécurité jaune flottait mollement au gré du vent, et Caleb n'arrivait pas à détourner les yeux de cet espace désormais chargé de mémoire. Duke dormait encore, allongé sur le tapis du salon. Bess, quant à elle, n'avait pas quitté la chambre, le regard perdu dans les rideaux fermés. June dessinait silencieusement dans son carnet, reproduisant des formes abstraites qui, pour Caleb, ressemblaient étrangement à des visages d'enfants. Le téléphone sonna. Caleb hésita avant de décrocher. « Monsieur Harrison, c'est la détective Ace. »« Oui, bonjour. Les premières analyses sont arrivées. L'ADN correspond, c'est bien Andrew Rivas. » Un frisson le traversa. Il avait disparu depuis 21 ans. Personne ne l'a cherché après la première année. La famille d'accueil avait affirmé qu'il s'était enfui après une dispute. Les services sociaux étaient débordés. L'enquête a été classée. Caleb serra la mâchoire. Et personne n'a remis ça en question ? Non, jusqu'à ce qu'un chien traumatisé le retrouve. Elle marqua une pause, puis ajouta « Je veux parler à votre fille ». Caleb sursauta. « À June ? Pourquoi ?» Elle a dit avoir vu des choses en rêve. Et même si ça peut sembler improbable, ça pourrait nous aider à comprendre comment Duke a capté tout cela. Il jeta un coup d'œil vers Juin. Elle dessinait toujours imperturbable. D'accord, mais pas aujourd'hui. Elle a besoin de repos. Je comprends. Mais prévenez-moi quand elle sera prête. Et Caleb, merci. Grâce à vous, ce garçon va enfin avoir une sépulture digne. Il raccrocha. Une boule dans la gorge. Ce soir-là, le ciel de Meadowbrook était d'un orange presque irréel, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Caleb sortit s'asseoir sur le perron. Duke vint s'installer à côté de lui, posant doucement sa tête sur ses genoux. Plus de tremblements, plus de gémissements, juste le calme. Beth sortit à son tour, enveloppée dans une couverture, puis June, qui serra sa peluche contre elle. « Il ne fait plus de cauchemars, dit-elle simplement. Caleb lui ébouriffa les cheveux. « Et toi ?» Elle hocha la tête. Le garçon est parti. Il a souri. Il est monté dans une lumière, et il a remercié Duke. Beth se mit à pleurer doucement. Pas de tristesse, mais d'un mélange rare de soulagement, de fatigue, et de quelque chose qu'on pourrait presque appeler foi. Ils restèrent ainsi un long moment, en silence, à regarder le soleil descendre. Puis Caleb se tourna vers Beth. « On ne pourra pas garder cette histoire pour nous. Tu veux dire la raconter ? Pas comme un fait divers, mais comme ce qu'elle est, un acte de mémoire, une promesse tenue 20 ans plus tard par un chien que tout le monde croyait cassé. » Beth réfléchit un instant, puis acquiesça. Si ça peut aider d'autres enfants oubliés, alors oui, on doit le raconter. Et dans ce silence partagé, au milieu de leur jardin redevenu paisible, Duke leva les yeux vers eux. Pas de mots, bien sûr, mais dans ce regard, il y avait tout. La loyauté, la douleur, l'instinct, et cette force indicible qui pousse certains êtres à ne jamais abandonner, même lorsque le monde entier les a déjà condamnés. Caleb se releva, alla chercher son vieux carnet de croquis dans le garage et le posa sur la table. « Je vais écrire, dit-il, et cette fois, je vais écouter. » Les jours suivants s'écoulèrent dans une sorte de flottement étrange, comme si le temps avait suspendu son jugement. Meadowbrook reprenait doucement son rythme, mais la maison des Harrison, elle, portait désormais une autre atmosphère, plus lourde, plus vraie aussi. Le nom d'Andrew Rivas circulait parmi les habitants, murmuré comme un regret collectif. Les voisins, d'abord méfiants, commençaient à approcher la maison avec davantage de respect que de colère. Monroe Tucker, le même homme qui avait exigé que Duke soit renvoyé, passa même un matin avec 2 cafés à la main. Il n'avait pas l'habitude de s'excuser, mais il tendit le gobelet à Caleb avec un silence pesant. « J'ai vu le rapport. » Caleb prit le café sans un mot. Monroe fixa un instant le jardin. « Ce chien-là, je crois qu'il a compris quelque chose que nous, on a loupé. » Caleb acquiesça lentement. Il savait, et il a attendu qu'on veuille bien voir. Pendant ce temps, la détective Ace poursuivait ses recherches.
L'identité du corps avait permis de rouvrir un dossier vieux de 2 décennies. La famille d'accueil d'Andrew, installée à l'époque à quelques kilomètres de là, avait déménagé depuis. Le couple Foster, Jane et Franklin. Ils avaient accueilli 6 enfants en tout sur une période de 5 ans. 2 autres étaient morts jeunes, officiellement de cause naturelle, mais l'ouverture de la tombe d'Andrew changeait tout. Ace était venu chez les Harrison pour tenir Caleb au courant. Le témoignage de June, même s'il n'a pas de valeur légale, a déclenché quelque chose, une cohérence dans les détails, et Duke, elle regarda le chien couché près de la porte et a révélé l'impensable. Elle fit défiler des photos sur sa tablette, des visages, des dossiers, des cartes. On pense que Jane Foster a enterré Andrew sous le terrain de l'ancienne maison après sa mort. Le terrain est resté vide pendant presque 17 ans avant qu'une nouvelle construction y soit autorisée. Beth entra dans la pièce, les bras croisés. Et maintenant, Ace prit une grande inspiration. On rouvre les dossiers des autres enfants. Mais surtout, il faut témoigner, raconter ce que Duke a fait. Ce n'est pas seulement une affaire criminelle, c'est une histoire humaine, un rappel que certains êtres n'oublient jamais. Plus tard, dans la soirée, Caleb emmena Duke faire une promenade hors de la ville. Ils traversèrent une vaste clairière bordée de pins. Duke marchait lentement, l'arrière-train encore un peu raide, mais son port de tête avait changé. Il n'était plus craintif. Il était revenu à ce qu'il avait toujours été, un chien de mission, un guide silencieux. Ils s'arrêtèrent au sommet d'une petite butte. Le vent faisait onduler les herbes hautes et l'air portait une odeur d'humus et de feuilles sèches. Caleb s'agenouilla près de lui. « Tu savais, pas vrai ? Tu l'as senti dès le premier jour. » Duke tourna la tête, son regard profond fixé dans le sien. « Et tu n'as jamais renoncé. Même quand on te traitait de fou. » Caleb se passa la main sur le visage. « Je suis désolé de t'avoir douté. » Le chien posa sa patte sur sa cuisse. Un contact léger, mais lourd de sens. Caleb comprit alors que Duke n'était pas venu à eux par hasard. C'était comme si le destin ou quelque chose de plus ancien encore avait choisi de le faire atterrir dans ce jardin, dans cette famille. Non pas pour guérir, mais pour révéler, pour réparer quelque chose que personne d'autre n'aurait su entendre. Quand ils rentrèrent ce soir-là, Duke alla directement s'installer près du lit de June. Elle s'était déjà endormie, la peluche dans les bras, et murmura dans son sommeil « Merci Duke ». Beth observe la scène depuis l'encadrement de la porte. Elle ne disait rien, mais ses yeux brillaient d'un mélange étrange. Gratitude, respect et peut-être même une forme d'émerveillement. Le lendemain, un journaliste local frappa à leur porte. Il portait un micro, une caméra discrète et un carnet de notes. « Je ne suis pas là pour faire un scoop », expliqua-t-il d'entrée de jeu. « Je veux comprendre, pas juste rapporter. » Caleb hésita, puis l'invita à s'asseoir. « Ce n'est pas une histoire de chien, dit-il d'un ton grave. C'est une histoire d'écoute, de mémoire, de ce que ça coûte de tourner le dos à ce qui dérange. » Le journaliste hocha la tête. « Et vous, monsieur Harrison, qu'est-ce que ça vous a coûté ?» Caleb réfléchit longuement. « L'illusion que je comprenais le monde. » L'article du journaliste parut 2 jours plus tard dans la Gazette régionale, puis fut repris en ligne. Le titre, sobre et saisissant, s'étalait sur la première page. Ce que Duke a retrouvé, un chien, un enfant et 20 ans d'oubli. La photo de Duke, immobile au bord du trou rebouché, illustrait l'histoire. Il ne s'agissait pas d'un récit sensationnaliste. Loin de là. Le ton était juste, respectueux, presque contemplatif. Il évoquait la douleur silencieuse d'un quartier, la disparition d'un enfant effacé des registres et le courage obstiné d'un animal que tout le monde avait cru perdu à lui-même. La publication provoqua une onde discrète mais puissante. Des commentaires affluèrent, d'abord locaux, puis d'un peu partout dans l'État. Puis vinrent les lettres. Une, notamment, écrite à la main, attira particulièrement l'attention. L'expéditrice s'appelait Marilyn Ortega. Elle avait grandi à seulement quelques kilomètres de l'ancienne maison des Foster. À l'époque, elle avait été brièvement placée dans ce foyer avant d'être transférée en urgence dans une autre famille. Le souvenir était flou, mais une image restait gravée en elle. Un garçon silencieux, assis souvent seul, portant un t-shirt rouge. Il s'appelait Andrew. Elle écrivait « Il avait toujours l'air d'attendre quelque chose comme s'il savait que personne ne viendrait. Je n'ai jamais osé poser de questions. Mais aujourd'hui, en voyant son nom, j'ai compris que je n'avais pas rêvé. Je me souviens de lui. Je suis désolé. » Caleb lut la lettre à voix haute, les mots se coinçant par moments dans sa gorge. Beth essuya une larme en silence. June,
Elle dessina le visage d'un garçon sous une lumière jaune, et à ses pieds, la silhouette de Duke, dressée, la tête tournée vers lui. La détective Ace, galvanisée par l'émotion suscitée par l'article, obtint un mandat d'exhumation pour l'un des autres enfants décédés sous la garde des Foster. Le résultat fut immédiat, les analyses montrèrent des fractures post-mortem suspectes et des anomalies dans les certificats médicaux. La boucle se resserrait. Franklin Foster avait depuis refait sa vie dans un autre état. Jane, elle, vivait recluse dans une maison médicalisée du comté de Briar Hill. Lorsqu'elle fut interrogée, elle nia d'abord toute implication. Mais face à la réouverture du dossier et à l'accumulation de témoignages, sa carapace se fissura. Un après-midi, elle demanda à parler à Ace seule. C'était un accident. La voix était rauque, tremblante. Il était tombé dans les escaliers. Il saignait du nez. Il ne se réveillait pas. J'ai paniqué. Franklin m'a dit de me taire. Il a creusé le trou dans le jardin pendant la nuit. Et ensuite, on a fait comme si de rien n'était. Ace ne répondit pas tout de suite. Elle l'enregistra, nota les aveux. Le silence de 20 ans venait de voler en éclats. Pendant ce temps, Duke semblait apaisé. Il passait ses journées à dormir près de la cheminée ou à suivre June à travers la maison. Il ne creusait plus, ne haletait plus la nuit. Quelque chose s'était résolu en lui, comme si l'enfant dont il portait le souvenir pouvait enfin reposer en paix. Mais l'histoire n'était pas finie. Un soir, alors que Caleb consultait les anciens rapports de chiens militaires rendus publics par une ONG spécialisée dans les traumatismes post-service, il tomba sur un dossier classé « Code gris ». Il s'agissait d'un rapport médical sur un chien appelé C07, surnommé Duke, qui avait été réformé suite à un effondrement lors d'une mission en Haïti. Le rapport évoquait la perte d'un enfant enseveli sous les décombres d'un orphelinat juste avant que Duke ne parvienne à l'atteindre. Caleb sentit son estomac se nouer. Il fit défiler les pages. Le vétérinaire décrivait un changement brutal de comportement, une perte de repères, des tremblements, des fixations obsessionnelles sur des zones de fouille. Duke avait été déclaré instable, inapte au service. Mais ce que personne n'avait vu, c'est que Duke n'avait pas perdu la raison. Il avait perdu un enfant et il avait attendu jusqu'à ce qu'un autre enfant oublié apparaisse dans son sillage, jusqu'à ce qu'il puisse enfin réparer l'échec initial. Caleb se tourna vers le chien, profondément endormi, la respiration lente et régulière. Tu n'étais pas brisé, tu étais encore en mission. Caleb ne pouvait détacher son regard de l'écran. Il fixait les lignes du rapport militaire, les détails cliniques froids, les chiffres, les acronymes. Et au milieu de tout ça, un mot revenait sans cesse, dysfonction comportementale. Une formule impersonnelle, clinique, qui tentait de résumer l'indicible, la douleur d'un chien qui, dans une école effondrée de Port-de-Vieille, avait flairé la vie d'un enfant, mais pas assez vite. Duke avait gratté la terre, va aboyer, hurler jusqu'à s'effondrer. Et l'enfant, coincé sous un pilier de béton, avait cessé de respirer avant que les secours puissent atteindre son corps. Depuis ce jour, il n'avait plus jamais été le même. Et pourtant, personne n'avait pensé à l'écouter. Ce soir-là, Caleb imprima le rapport, le posa sur la table du salon et alla s'asseoir près de Duke. Il s'accroupit lentement, passa la main dans le pelage du chien et murmura « Tu l'as jamais oublié, hein, même après tout ce temps ». Duke ouvrit un œil, le regard encore engourdi de sommeil, mais empli de cette présence tranquille qu'il avait acquise depuis qu'ils avaient découvert le corps d'Andrew. Tu t'es donné une deuxième chance, et tu l'as saisie. Le lendemain, Caleb accompagna Duke chez le vétérinaire pour un simple contrôle. Depuis les événements, tout le monde voulait s'assurer que l'animal allait bien. La docteure Maliachen, une femme douce au regard perçant, observa Duke attentivement. Son cœur est solide, ses articulations fatiguent un peu, mais c'est normal pour son âge. Ce chien a une énergie rare. Elle s'arrêta un instant, le stéthoscope encore en main. Mais vous savez ce que je remarque, monsieur Harrison ? Il est serein. C'est un chien qui a bouclé quelque chose. On le sent. Caleb sourit. Je pense qu'il a enfin terminé sa mission. La vétérinaire se pencha vers Duke, caressa doucement son cou. Merci vieux. T'as ramené quelqu'un à la lumière. Sur le chemin du retour, Duke semblait marcher un peu plus lentement. Pas par fatigue. Plutôt comme s'il goûtait chaque pas. Le vent, l'odeur des pins, les enfants qui jouaient au loin. Il levait la tête de temps en temps, humant l'air, comme pour vérifier que le monde allait bien. Quelques jours plus tard, la ville de Meadowbrook organisa une petite cérémonie discrète sur une place du quartier. Rien d'officiel.
Juste quelques chaises pliantes, une table avec une photo d'Andrew, un bouquet de fleurs et une pancarte peinte à la main. En mémoire de ceux que l'on oublie trop vite. Caleb était là, Beth aussi, tenant June par la main. Monroe, Leona Hayes, Dr. Chen, tous les visages familiers du quartier s'étaient déplacés. Même les Whittaker et Madame Chang, autrefois si intransigeants, étaient présents. Quand vint le moment de parler, Caleb s'approcha lentement du micro. Il regarda la foule, hésita, puis se mit à parler « Je ne suis pas un héros ». Et Duke non plus ne voulait pas l'être. Il voulait juste qu'on l'écoute. Il voulait qu'on entende ce qu'il savait, ce qu'il sentait. Il voulait qu'on se souvienne. Il marqua une pause, regarda Duke couché au premier rang, la tête levée, les oreilles à demi dressées. On l'a pris pour fou, pour instable, pour ingérable. Et pourtant, il a fait ce que personne d'autre n'a pu faire. Il a retrouvé un enfant. Il a ramené un nom dans la lumière. Des murmures d'émotion s'élevèrent. Beth serra la main de sa fille. Hayes s'essuya discrètement les yeux. Cette histoire n'est pas une fin. C'est un rappel. Que la mémoire ne se perd pas. Qu'elle peut vivre dans les gestes les plus simples. Un chien qui creuse, une enfant qui rêve, une famille qui écoute. Caleb termina sur ces mots. Duke n'a pas seulement sauvé Andrew. Il nous a tous sauvés un peu. Après la cérémonie, plusieurs enfants s'approchèrent pour caresser Duke. Il ne bougeait pas, se laissait faire, acceptant chaque main sur sa tête comme une bénédiction silencieuse. L'un des enfants, un petit garçon aux yeux sombres, s'accroupit et murmura à son oreille « T'es un vrai super-héros ». Et à ce moment-là, Duke remua doucement la queue, pas comme un réflexe, mais comme une réponse. La cérémonie passée, une forme de calme s'installa dans la maison des Harrison. Pas le silence vide de l'oubli, mais ce genre de paix qu'on ressent après avoir traversé une tempête et survécu. Le jardin, autrefois théâtre de tant de nuits agitées, retrouvait lentement sa normalité. Mais il y avait quelque chose de changé, comme si le sol lui-même respirait différemment. Caleb reprit son carnet de croquis. Il dessinait Duke sous différents angles, souvent en silence, souvent la nuit, pendant que Beth lisait et que June dormait, la tête posée contre l'épaule du chien. Chaque trait de crayon semblait plus juste qu'avant, moins technique, plus vivant. Il ne dessinait pas juste un chien. Il dessinait l'âme d'un être qui, contre toute attente, avait ramené la vérité à la surface. Un jour, alors qu'il rangeait ses papiers, il trouva une vieille lettre manuscrite de sa propre mère, décédée depuis plusieurs années. Une lettre qu'il avait oubliée, coincée entre deux livres. Elle parlait de résilience, de la nécessité d'écouter les signes que la vie nous envoie. Caleb sourit en la relisant. Peut-être que Duke avait été un signe, lui aussi. Un rappel vivant que certaines douleurs ne peuvent être ignorées. À l'école, June fut approchée par son institutrice. L'histoire d'Andrew avait touché toute la ville, et même les enseignants avaient été bouleversés. « Tu sais, June, tu as un courage immense. » June haussa les épaules. « C'est pas moi, c'est Duke. » Et quand on lui demanda de raconter ce qu'elle avait vu dans ses rêves, elle répondit calmement « C'était un garçon triste, très seul. » Et Duke l'a entendu. La psychologue scolaire nota cette phrase mot pour mot. Dans les jours qui suivirent, Caleb fut contacté par un centre de réhabilitation pour chiens militaires situé à 2 heures de route. Ils avaient lu l'article, entendu parler de Duke, et voulaient savoir s'il accepterait de les rencontrer. Pas pour leur rendre le chien, mais pour parler de ce qu'il avait vécu, de comment il avait transformé une souffrance chronique en un acte de vérité. Bess hésita un instant. « Tu veux vraiment y aller? Replonger là-dedans ?» Caleb la regarda avec tendresse. « Ce n'est pas replonger, c'est transmettre. Duke ne pourra pas parler. Mais moi si. » Ils partirent un matin, juste après le lever du soleil. Duke installé à l'arrière du pick-up, la tête appuyée contre la fenêtre, observant les paysages défiler avec une curiosité tranquille. Ils arrivèrent au centre en milieu de matinée. C'était un grand espace boisé, calme, avec des clôtures naturelles et des bâtiments bas en bois clair. Plusieurs chiens s'entraînaient, d'autres jouaient. L'un d'eux, une femelle berger noire charbon, vint renifler Duke doucement. Il ne grogna pas. Il ne s'écarta pas. Il la laissa s'approcher. Une responsable du centre, une femme nommée Dr. Maren Lewis, accueillit Caleb avec chaleur. « Je voulais vous remercier. Ce que vous avez partagé a aidé plus de monde que vous ne l'imaginez. Des vétérans, des dresseurs, des familles. » Elle montra une salle avec des photos de chiens alignés sur un mur. Chacun avait son nom, ses missions, ses blessures visibles ou invisibles. À côté de ces portraits, une place vide attendait. Elle y accrocha une photo de Duke, celle prise lors de la cérémonie. « Il mérite d'être ici. Même s'il est toujours vivant,
Caleb sentit sa gorge se nouer. C'était un mausolée vivant, un sanctuaire pour ceux qui avaient porté des fardeaux que peu d'humains comprenaient. Avant de repartir, Maren s'approcha de Duke et s'accroupit. « Tu n'as pas seulement retrouvé un enfant, tu nous as rappelé pourquoi on croit encore à ces liens. » Duke la regarda longuement, puis posa sa patte contre son genou. Sur le trajet du retour, le silence était doux, pas pesant, pas nerveux. Juste ce calme profond, presque sacré, qu'on ressent lorsqu'on sait que quelque chose a été accompli et bien accompli. Beth regarda Caleb au volant. « Je crois qu'il commence enfin à vieillir. » Il acquiesça. Et il le fait comme il a tout fait, en silence. Les semaines passèrent, l'hiver approchait doucement, et la lumière de Meadowbrook devenait plus douce, plus rasante. Le vent portait l'odeur des feuilles mortes, et dans la maison des Harrison, la routine reprenait doucement réenchantée par une paix fragile mais sincère. Duke ralentissait, chaque jour un peu plus. Il dormait davantage. Il ne courait plus vers le portail quand Caleb rentrait. Il restait allongé, la tête levée, les oreilles attentives, comme un vieux soldat à son poste, mais que les années auraient finalement rattrapé. Caleb l'observait en silence. Il ne voulait pas l'admettre, mais il sentait. Quelque chose dans le regard de Duke s'était déplacé. Pas de souffrance, pas d'angoisse, juste une forme d'acceptation. Un matin, alors que le ciel était d'un bleu irréel, June se réveilla en sursaut. Elle alla directement dans la chambre de ses parents, les yeux embués de larmes. Il est parti. Beth bondit. Caleb courut jusqu'au salon. Duke était allongé près de la cheminée, paisiblement, comme s'il dormait. Mais il ne respirait plus, sa patte reposée contre son collier, et ses yeux à demi clos semblaient regarder au-delà. Caleb s'agenouilla, le cœur serré, puis s'immobilisa. Il ne dit rien, il ne créa pas. Il posa sa main sur le flanc de Duke et murmura simplement « Mission accomplie, mon vieux ». Ils l'enterrèrent au fond du jardin, là où la terre avait parlé autrefois. June posa un dessin roulé dans une bouteille de verre et l'enfouit avec lui. Un dessin d'Andrew, de Duke et d'un enfant dans la lumière. Bess planta un petit érable. Caleb grava une plaque. Duke, gardien des oubliés. 2013 à 2025, la nouvelle se répandit vite. Les gens vinrent déposer des fleurs, des petits mots, même des croquettes. Des enfants laissèrent des dessins. Un jour, un homme s'arrêta longuement devant la tombe, la main sur le cœur, puis repartit sans un mot. Plus tard, Caleb découvrit dans sa boîte aux lettres une lettre signée de l'homme. Il était un ancien dresseur de chiens militaires. Il avait connu Duke lors de ses premières années de formation. Ce chien avait une mémoire plus grande que la nôtre, et une loyauté que nous ne méritions pas. Caleb encadra cette lettre et la plaça près de la cheminée. Dans les mois qui suivirent, la maison Harrison devint discrètement un lieu de passage. Pas pour les curieux, mais pour ceux qui cherchaient à comprendre, à guérir, d'anciens soldats, des familles, des enfants en silence. Caleb accueillait chacun avec respect. Il ne racontait pas l'histoire de Duke comme une légende, mais comme une vérité simple. Parfois, un chien voit ce que personne n'ose regarder. Juin, elle, grandit. Elle ne parlait plus à ses rêves, mais elle continua de dessiner. Elle devint la petite fille que l'on consultait en classe quand un camarade allait mal. Elle ne jugeait pas. Elle regardait simplement, comme Duke. Beth retourna enseigner. Mais elle intégra à son programme une nouvelle activité, l'écoute animale. Elle faisait venir des chiens dans sa classe et apprenait aux enfants à observer, à comprendre, à se taire parfois pour mieux entendre. Et Caleb, lui, écrivit. Un livre, pas un roman, pas une enquête, mais une chronique. Titre simple, ce que Duke savait. Il y racontait tout. L'arrivée, les nuits blanches, le trou, le corps, le lien avec l'enfant perdu, et cette mission invisible que le chien avait suivie jusqu'à la fin. L'ouvrage devint discrètement célèbre. Traduit, partagé. Pas pour sa prose, mais pour sa sincérité. Car au fond, c'était cela l'héritage de Duke. Pas une prouesse, mais une vérité. Qu'il y a des douleurs qui ne crient pas. Qu'il y a des présences qui réparent. Et qu'un chien oublié de tous peut, par sa simple obstination, faire émerger une mémoire que personne n'osait affronter. La dernière ligne du livre disait ceci. Ce n'était pas un miracle, c'était un chien, et c'est encore plus beau.